Merci. Bon, à mon tour, je voudrais aussi remercier Sébastien pour l'accueil chaleureux ainsi que tous les membres du laboratoire Créa Patrimoine de m'avoir offert cette opportunité pour que je vous partage une expérience assez singulière et une aventure qui a duré presque 20 ans et qui continue, j'espère, pour vous parler de la problématique de la conservation et de la mise en valeur des sites archéologiques, ou plutôt la conservation de l'architecture de terre et en particulier des sites archéologiques. Donc, pour être sincère, je vais vous retracer un petit peu l'historique de cette aventure. Au début, quand j'ai voyagé, j'ai pris part à la première mission organisée par le laboratoire Cratère de l'école d'architecture de Grenoble. C'était en 1990. À l'époque, j'étais étudiant à la recherche d'un mémoire, d'une recherche de mon CEA, mon certificat d'études approfondies en architecture de terre. Donc, j'ai visité avec Patrice Doat, qui est le fondateur de Cratère, et qui m'a mis un petit peu sur ce sujet. Quand j'ai visité Marie pour la première fois, je ne vous cache pas que j'étais très déçu. Et parce que entre toutes les publications et tout ce qu'on connaît un petit peu des vestiges somptueux de la ville antique de Marie et la réalité du site, c'est deux choses complètement différentes. Donc quand j'ai découvert l'état des ruines et l'état de délabrement de cette architecture de terre, j'étais un petit peu réticent. Et d'ailleurs, j'ai eu des longues discussions avec mon directeur d'études parce qu'à l'époque, je voulais abandonner ce sujet parce que je trouvais pratiquement impossible de faire quoi que ce soit sur des vestiges qui ont été découverts au début des années 30, en 1933 exactement, et qui ont souffert profondément des méfaits de la dégradation naturelle. Donc avec le temps, et surtout en contact direct avec les archéologues, et surtout en travaillant étroitement avec Jean-Claude Marguerand, qui était à l'époque le directeur de la mission archéologique française de Marie, qui s'intéressait énormément à l'architecture de terre et surtout à la problématique de sa conservation, j'ai appris énormément de choses et j'ai appris d'année en année un petit peu sur l'histoire de cette ville extraordinaire, de son architecture et de sa géniosité. Cette architecture de terre qu'on a toujours considérée comme étant frêle et fragile et qu'à l'époque, au début du 3e millénaire, c'était le matériau fondamental, le matériau essentiel pour bâtir des villes d'une grande ampleur. Donc, pour revenir un petit peu à cette collaboration entre le laboratoire Cratère et la mission archéologique française d'une part, et puis la Direction générale des antiquités et des musées syriens, nous avons défini au début de cette aventure les objectifs de cette recherche. Donc, au départ, cette recherche consistait de mieux préciser en fait les problèmes de la conservation des architectures de terre et particulièrement dans un contexte archéologique, parce que à l'époque, au début des années 90, il faut reconnaître que les références dans ce domaine étaient très rares et qu'il fallait à l'époque poser vraiment les bases d'une vraie recherche fondamentale sur les problèmes de la dégradation et de l'érosion de ce matériau. Le deuxième point, c'était de poser les premières bases d'une réelle connaissance des problèmes liés à la dégradation des vestiges archéologiques en briques de terre crue, après de mettre au point et d'expérimenter, d'imaginer des procédés et des techniques de conservation adaptés au contexte des ruines et de l'architecture du site. Donc, le quatrième point, c'était de mettre en œuvre des travaux de conservation de deux monuments
qu'on a jugé prioritaires parce qu'ils représentent en fait des monuments majeurs du site, à savoir l'enceinte sacrée du palais de la ville 2, de la moitié du 3e millénaire, et puis le grand palais, le grand fameux palais de Marie, le grand palais royal de la ville 3, c'est-à-dire de la phase finale du site de Marie. Et le cinquième point, c'est de proposer un plan de sauvegarde et commencer un petit peu à réfléchir à l'élaboration du plan de gestion du site de Marie et de sa mise en valeur. Alors, pour retracer un petit peu l'histoire ou le parallèle entre la recherche archéologique et le programme de conservation, donc là, on voit très bien que depuis la découverte du site de Marie en 1933, les archéologues ont travaillé en continu, malgré quelques interruptions liées essentiellement à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de 1933 jusqu'à 2010, en fait, il y a eu à peu près 90 campagnes de fouilles sur le site. Et donc, et on voit très bien que la conservation n'a commencé que 40 ans après la découverte du site, c'est-à-dire en 1974, quand André Parrot a pris sa retraite, en fait, il a pensé à mettre en place une couverture pour protéger un des temples de Marie. C'est le temple du palais de la deuxième ville. Pour le protéger, à l'époque, il pensait que la pluie était essentiellement le facteur essentiel dans la dégradation de cette architecture. Donc, après la succession d'André Parrot, donc, il y a eu l'arrivée de M. Jean-Claude Marguerand, qui a pris la direction de la mission française à Marie, de Tel Hariri, en 1978. Et là, entre 1978 et 1989, avec la signature de la convention de partenariat entre la mission archéologique et le cratère, donc ça a pris à peu près une dizaine d'années pour que Jean-Claude Marguerand se rende compte qu'en réalité, la couverture a limité les dégâts, mais elle ne l'a pas arrêté et que d'autres problèmes provenaient d'ailleurs, et c'est le propos de notre présentation. Donc après, à partir de 1999, après le lancement des travaux de recherche et d'expérimentation, on a commencé vraiment le travail de gestion et de préparation du projet de conservation pour les deux monuments majeurs et la mise en œuvre des travaux de conservation à partir de 1994. Et en 2009, nous avons initié quelques activités pour la mise en valeur du site et la promotion de ce dernier. Donc là, on voit très bien entre 1933 et 2012 jusqu'à présent, donc il y a eu 3 archéologues qui se sont succédés. Donc André Parrot qui a réalisé une vingtaine de campagnes sur le site. Jean-Claude Marguerand de 1978 à 2004, pareil, il a réalisé une vingtaine de campagnes. Et puis l'actuel directeur de la mission française à Marie, Pascal Butterlin, qui a succédé à Marguerand en 2005 et qui a réalisé jusqu'à présent 5 campagnes de fouilles. Donc la succession de ces recherches archéologiques ont mis au jour une architecture exceptionnelle. Et là, on voit une vue aérienne du tel de Marie avec tous les secteurs de fouilles et essentiellement dans le centre du tel, qui est la partie la plus haute, où se concentre toute l'architecture palatiale et tous les quartiers des temples. Donc, une des découvertes majeures sur le site de Marie, c'est le Grand Palais Royal qui a été découvert en 1933 par André Parrot. Donc, c'est une œuvre qui est complète et la particularité de ce palais, c'est son état de conservation. Donc, quand Parrot a découvert le Grand Palais Royal, les murs étaient encore conservés sur des hauteurs considérables, allant jusqu'à 6 mètres de hauteur.
Ici, sur ces images, on voit très bien le dégagement des murs de la fameuse salle du trône, avec le magnifique escalier de la tribune où habitait le dieu de Marie, qui était juste en face du trône où trônait le roi. Donc, on voit très bien la hauteur de conservation. Ce qui nous intéresse, nous, sur ces photos, c'est de voir cette hauteur de conservation qui est considérable et qui peut aller jusqu'à 6,50 m à peu près de haut. Donc, après la découverte de cette œuvre palatiale, André Parrot a entrepris au début des années 60 quelques sondages à l'intérieur du palais. Et là, à la surprise générale, on découvre un deuxième palais de la même importance à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la hauteur de conservation des murs du palais de la ville 2 qui peuvent aller jusqu'à 7 mètres de hauteur. Donc là, après la découverte de ce fameux du temple de la ville 2, du palais de la ville 2, André Parrot s'est posé vraiment la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cette architecture. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de moyens et les moyens qu'ils avaient étaient consacrés essentiellement à la recherche archéologique et conservation, c'était lié essentiellement aussi à la conservation des objets archéologiques. Donc, on considérait à l'époque que documenter un site archéologique, c'est déjà capturer un petit peu son histoire et sa mémoire, et qu'on n'était pas à l'époque obligé de conserver l'architecture, parce qu'on est dans un contexte archéologique qui est un peu particulier, à savoir l'architecture des tels. Ces tels qui sont des formations artificielles faites essentiellement d'architecture, donc c'est une superposition d'architecture appartenant à des époques historiques et archéologiques différentes. Donc, Marie, on a trois villes qui se superposent. Donc, la hauteur du tel, elle fait à peu près 15 mètres. Le tel culmine à 15 mètres à peu près par rapport au niveau de la plaine. Et là, on a 4 mètres de couches archéologiques qui appartiennent à la ville 1, c'est-à-dire la fondation de la ville de Marie, qui était au début du 3e millénaire, vient se superposer d'abord un arasement, et puis la fondation de la deuxième ville, qui date à peu près de la moitié du 3e millénaire. Puis par-dessus vient la phase finale, qui est la ville 3, qui a été construite sur les décombres, sur les restes de la ville 1 et 2. Donc la question qui se posait à l'époque, c'est à quel moment on arrête la fouille et à quel moment commence la conservation. Parce que pour aller chercher les vestiges du palais de la ville 2, il fallait démonter les murs appartenant à la ville, au palais de la ville de la troisième ville. Donc là, le problème est tellement complexe que André Parrot, il a fini par avantager ou donner la priorité à la recherche archéologique qu'à la conservation. Donc, on trouvait toujours des arguments pour se justifier en disant que c'est une architecture très frêle, très fragile, qui résiste très mal à l'humidité et qui résiste très mal à la pluie. Donc, on faisait le maximum de photos, on documentait le maximum le site, puis après, on laissait les fouilles à l'abandon. Voilà, donc on voit très bien sur cette photo la couverture qui a été installée en 1974 par André Parrot, qui a remarqué en fait les débuts d'un autre problème qui se passe à la base des murs et qui attaque en fait les soubassements des murs, ce que Margueron appelait plus tard le sillon de destruction. Donc on voit très bien qu'à la base de ces murs, il y a une forme d'érosion assez particulière qui est liée à l'action conjuguée de l'humidité et des sels qui attaque la brique crue et qui creuse un sillon assez profond. Après, il y a tous les pans des murs qui perdent un peu leur base
qui se cisaillent et qui tombent par pans successifs jusqu'à la destruction complète des murs. On voit ici sur cette photo qui illustre l'effondrement d'un pan de mur. Alors là, c'est les restes du fameux palais royal de la ville 3. On voit très bien les lambeaux du mur qui restent de cette architecture qui était conservée quand même sur 6 mètres de hauteur. Sans aucune mesure préventive, les murs finissent par se dissoudre et s'éroder complètement. Donc face à ce fatalisme, Jean-Claude Margueron a pris contact en fait avec le laboratoire Cratère qui était spécialisé dans la construction en terre et pas la conservation au départ. Donc pour connaître un petit peu sur cette architecture particulière, pour comprendre un petit peu ces modes d'érosion et pour peut-être réfléchir un petit peu pour proposer des solutions ou des techniques opérationnelles de conservation. Donc c'est en 89 qu'on a signé cette convention et on a réparti plus ou moins ce programme sur plusieurs années. Donc au départ, l'objectif principal c'était, comme je disais tout à l'heure, la recherche fondamentale sur les problèmes de l'érosion et puis lancer un programme d'expérimentation à petite échelle pour tester des techniques et des procédés de conservation. Par la suite, et surtout lié au premier résultat de la première phase, qui était encourageant, nous avons décidé de préparer un plan de conservation pour 2 monuments, le Grand Palais Royal, ou plutôt l'aile occidentale du Grand Palais Royal, qui était plus ou moins en bon état de conservation, et puis l'enceinte sacrée du Palais de la Ville 2. Après la conservation et les travaux de restauration, à partir de 1997, donc on a travaillé essentiellement sur l'enceinte sacrée. À partir de 2004, nous avons engagé les travaux sur le secteur occidental du Grand Palais Royal. Et puis, à partir de 2009, nous avons commencé plus ou moins à réfléchir à ce plan de gestion et de mise en valeur du site. Donc avec essentiellement la construction du musée du site ou du centre des visiteurs de Marie qui a été construit en 2010. Donc la méthodologie, elle consiste essentiellement en 4 points. Donc le départ, c'était de constituer cette base de données scientifiques et techniques, donc à travers une documentation sur le site et sur les ruines, sur l'architecture de Marie, et puis en développant un programme d'observation sur les vestiges de Marie. Donc ce travail nous a permis de mieux connaître cette architecture, de comparer un petit peu l'état initial des vestiges découverts à Marie, et puis leur état après 30 ans d'abandon. Et puis, nous avons réussi quand même à dresser les signes un inventaire de tous les signes d'érosion observés sur le site. Donc, ce travail d'observation, parce qu'il y avait quand même un besoin en tant que conservateur et architecte, nous avons besoin de données quantifiées. Donc, c'est ce qui nous a permis de mettre en place un programme de monitoring et de suivi, c'est-à-dire on a proposé un protocole de suivi de certains murs pour comprendre un peu comment ces murs s'érodent et quels sont les facteurs majeurs qui rentrent en jeu et les forces majeures qui rentrent en jeu dans le phénomène de la dégradation. Et là, essentiellement, bien sûr, ce monitoring est essentiellement lié à l'humidité parce que c'est le facteur majeur de la dégradation à Marie. Donc après, on a dressé une typologie, en fait, de toutes les pathologies
et de tous les problèmes de dégradation, qui nous ont permis par la suite, selon chaque typologie, de proposer une catégorie de solutions. Par exemple, les problèmes liés à la base des murs, on propose des solutions pour traiter le problème du sillon de destruction. Le problème, par exemple, d'érosion à la base des murs, donc nous avons imaginé plusieurs types de chapeaux de protection, et puis le traitement des faces verticales. Donc après le travail en fait de compréhension, nous avons initié un programme d'expérimentation à la fois à Marie et à Grenoble, au CSTB de Grenoble. Parce que le problème qui se posait à l'époque, c'est que pour le temps qu'on passait sur le site, c'était très court et on ne pouvait pas faire vraiment ce suivi régulier, ce monitoring régulier. Donc on était là-bas à peu près 2 mois par année et pendant la même période de l'année, c'est-à-dire le mois de septembre, octobre à peu près. Donc nous avons quelques données qui sont assez complètes sur les 2 mois, mais l'objectif initial, c'était de faire un suivi sur un cycle, au moins sur une année ou 2, pour comprendre un petit peu, par exemple, les fluctuations de la nappe phréatique, l'histoire des échanges humides entre le sol et l'atmosphère. Et donc, nous étions obligés d'initier un programme à Grenoble pour pouvoir suivre un petit peu, simuler tous ces phénomènes d'érosion. Et donc, au CSTB de Grenoble, nous avons construit des murets expérimentaux qui nous ont permis, en fait, de suivre un petit peu le mode ou les modes de dégradation de l'architecture de terre dans des conditions un peu différentes. Bien sûr, entre Grenoble et Marie, ce n'est pas du tout la même chose. À savoir, à Marie, c'est un climat semi-désertique. On a à peu près entre 100 et 150 mm d'eau par année, ce qui n'est pas beaucoup. Mais le problème dans les régions semi-désertiques, cette donnée, elle n'est pas linéaire parce qu'on peut avoir 80 mm en une journée. Et c'est ça qui cause des dégâts considérables. Et vous verrez par la suite quelques illustrations de ce phénomène. Donc après, la troisième étape, c'était de préparer un plan de sauvegarde et de mise en valeur du site. Donc là, on a travaillé au début sur l'élaboration du plan de conservation pour les sites ou les monuments prioritaires. Donc après la définition d'un programme permettant à terme l'élaboration d'un véritable plan de gestion et de mise en valeur du site acceptable par tous les partenaires, les parties prenantes ou tous les partenaires du projet. Et puis par la suite, la préparation du dossier de nomination pour l'inscription de ce site exceptionnel sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Voilà, rapidement pour synthétiser un petit peu ce que je venais de dire. Donc, on voit très bien ici les 4 phases, ce cycle-là, donc où on part de la base de données, de la constitution de cette base de données scientifiques et techniques, complétée avec un programme d'expérimentation pour la mise au point des techniques de conservation, évaluer toutes les expérimentations qui ont été réalisées, et à partir de cette évaluation, nous pouvons décider par la suite, dans la prise de décision qui est là, donc dans l'élaboration du plan de conservation de ces monuments, en proposant les techniques et les matériaux qui sont adaptés ou les techniques qui marchent, et en écartant celles qui ne marchent pas. Donc dans la phase préparation, donc, nous avons monté le projet de conservation avec bien sûr l'aspect financier qui est assez important, parce que dans la conservation et sur tous les projets qu'on développe un peu partout, un des paramètres très importants dans la mise sur pied de ce type de projet, c'est surtout le volet financier. Donc là, on a évalué un petit peu les coûts de mise en œuvre de ces 2 projets de conservation en fait de la salle du Grand Palais Royal, en fait, de l'aile occidentale du Grand Palais Royal,
et puis de l'enceinte sacrée de la ville 2. Et puis après, on a commencé à chercher des sponsors, des financeurs potentiels pour pouvoir monter et mettre en œuvre ces deux projets. Il faut savoir aussi que sur le plan local, parce que bon, ça dépend des pays, il y a des pays qui mettent en place ce type de programme, d'autres pays qui n'ont pas de financement. Et en Syrie, en fait, la direction des antiquités, qui était chargée de la gestion de tous ces sites archéologiques, et toute la direction était consacrée essentiellement à l'archéologie, c'est-à-dire à la recherche archéologique. Et tous les moyens financiers et humains étaient consacrés pour le travail de la recherche archéologique. Donc, il faut savoir que tous les sites, la majeure partie des sites syriens, c'est des missions mixtes. C'est franco-syrien ou belge-syrien. Donc, il y a quand même un travail de partenariat entre la direction locale et puis les missions étrangères. Et souvent, on impose, au niveau de la DGAM, on impose à ces missions, surtout les 20 dernières années, aux missions étrangères, de consacrer une partie du budget consacré à la fouille pour la conservation. Donc, sachant que les budgets de fouille sont toujours limités, moi je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, c'est de l'ordre de 20 000 euros par mission. Donc, il n'est pas considérable pour mettre en place à la fois une étude, pour monter un dossier de conservation et pour mettre en place les travaux effectifs de conservation. Donc, c'est des opérations assez coûteuses et à ce moment-là, on a besoin de trouver des financements ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait à Marie, car on a trouvé des partenaires et entre autres la compagnie Total qui s'est implantée à Dir ez-Zour, pas loin de Marie, et qu'on a réussi à convaincre pour financer une partie des travaux et la construction du centre des visiteurs. Donc là, c'est les mêmes étapes, les 4 étapes. Donc, identification de l'érosion et de la destruction. Donc là, on essaie de comprendre les facteurs naturels, humains, politiques. La constitution de cette base de données liée essentiellement au développement du programme de monitoring et du suivi, du diagnostic, expérimentation. Puis après, il y a le volet gestion, ce que je disais tout à l'heure. Donc, le montage des dossiers ou des plans de conservation et après la prise de décision en fonction des financements qu'on a. Et puis après, on passe à la mise en œuvre des travaux de conservation et de mise en valeur. Donc, comprendre, 1. 2. Résoudre. 3. Programmer. 4. Mettre en œuvre. Donc, sur les 20 dernières années, donc on a consacré à peu près 4 années entières au travail de la recherche fondamentale. Et à partir de 2002-2003 à peu près, on a lancé le programme d'expérimentation. C'est ces 2 programmes qu'on a menés en parallèle. Et puis, c'est qu'à partir de 1997 qu'on a commencé vraiment les travaux de conservation, c'est-à-dire 7 années après le lancement de la recherche. Et donc, la phase toute récente, c'est en 2009 où on a lancé les travaux de construction du centre des visiteurs et la mise en valeur du site. Alors, pour revenir au problème de la dégradation, donc on a essayé de dresser cette typologie des phénomènes d'érosion et de dégradation. Et puis on s'est rendu compte que l'humidité ou l'eau était à l'origine de tous les désordres et de tous les problèmes à Marie. Donc il y a 2 types, il y a 2 sources pour cette eau. Il y a l'eau des eaux de pluie en fait, qui nous donnait un peu paradoxal parce qu'il pleut très peu à Marie. Mais quand il pleut, on a des quantités considérables et on peut voir sur cette photo en 1994, il y a tout le secteur des temples qui était complètement inondé par les eaux de pluie. Donc là, on imagine un petit peu
l'accélération de ces phénomènes d'érosion. On imagine un peu l'état des murs après une campagne de fouilles. Donc quand on vient l'année d'après, il reste pratiquement rien du tout. Donc, et ce problème est lié essentiellement à la topographie du site. Donc, sachant que sur ces sites, si on prend un petit peu, on parle en général, parce que tous les archéologues à peu près sont confrontés au même problème. Donc, la topographie artificielle, parce que après les travaux de fouille, on ouvre des carrés, donc on crée des points faibles au niveau du tel. Et puis il y a des missions qui gèrent bien les déblais, d'autres qui ne gèrent pas bien les déblais. Des fois on le met juste à côté. Puis on crée une topographie artificielle qui crée des désordres. Et du coup, l'eau, elle va vers les points faibles, qui sont les points bas, les carrés de fouille, les sondages, et s'accumule, et puis s'attaque un petit peu. Et tout le travail de sable commence à partir de là. Donc la deuxième source, c'est l'humidité du sol. Donc cette humidité qui provient de la nappe phréatique. Et maintenant, on sait très bien que le niveau de la nappe phréatique, par moment de l'année, elle affleure carrément. Elle est au niveau à 70 cm du sol. Donc cette nappe phréatique, en fait, elle fluctue selon les précipitations, selon les saisons. Mais en général, on s'est rendu compte que le tel fonctionne à peu près comme une immense éponge qui absorbe en permanence l'humidité. Par capillarité, cette humidité monte un peu dans les murs, s'évapore sur les surfaces des murs, et en s'évaporant cette humidité, en s'évaporant les sels qui sont dans l'eau souterraine, se cristallisent en surface, et c'est celle-là qui casse la structure moléculaire des argiles et qui les rend friables. En fait, c'est un phénomène assez courant, puis c'est un cycle assez lent parce que le creusement du sillon de destruction qu'on voit ici, il se met sur plusieurs années. Donc, comme c'est un cycle permanent, on s'est rendu compte que plus on ouvre de carrés de fouilles, plus on dégage des murs, plus on augmente la surface d'évaporation de cette humidité du sol. Et du coup, ces murs fonctionnent exactement comme des capillaires, hein, qui absorbent en permanence l'humidité, qui l'évapore à l'extérieur parce que le tel est bien exposé au soleil, au vent. Et du coup, on a ce cycle humidification-séchage qui fait que cette humidité monte, dépose les sels en surface, ces sels s'attaquent à la brique, et on a un phénomène de creusement de ce sillon de destruction qui se met à la base. Et avec le temps, il y a des pans de murs qui sont en porte-à-faux, qui se cisaillent et qui tombent. Et donc, on a ici un profil typique de l'érosion à Marie, ou de l'érosion générale de l'architecture de terre, dans des contextes comme ceux de Marie. Donc là, cette photo, c'est pour illustrer aussi, en fait, la nature qui peut causer beaucoup de dégâts. C'est les facteurs de la dégradation naturelle. Mais l'homme aussi, il peut constituer un facteur assez important dans les phénomènes de dégradation. Donc là, l'exemple, c'est pour vous montrer la construction de cette route qui relie le village d'Esseyel, qui est juste à côté du Tel, à la route qui mène vers Abou Kemal. Et là, on se rend compte que ce trottoir, il agit exactement comme un barrage et qui empêche les eaux qui proviennent du Tel, la partie haute, et qui stagnent à la base du mur. Et comme on a les remparts juste à cet endroit-là, donc on imagine aussi un peu les dégâts que peut causer ce type de phénomène. Donc là, on a un phénomène aussi du ruissellement superficiel, donc avec le creusement de profondes ravines. On a l'accumulation aussi des eaux de pluie dans les fonds des carrés, et puis le développement de la végétation. Cette végétation aussi qui conserve en permanence de l'humidité à la base des murs. Et donc tous ces facteurs se combinent et causent des dégâts considérables. Donc là, même sur la partie qui a été couverte par André Parrot,
comme en Gers, il y a très peu d'entretien. Donc, du coup, l'eau de pluie qui est évacuée par la toiture revient et rentre à l'intérieur et s'attaque au mur. Donc là, c'est la fameuse salle du trône que j'ai montrée tout à l'heure. Et on voit très bien l'état de cette salle de trône en 1994, après des pluies torrentielles. Et on voit l'accumulation de l'eau ici au fond des carrés et l'éboulement des pentes de murs. Donc ça, c'est un sondage qui a été fait à l'intérieur de la salle du trône de la ville 3, du Grand Palais Royal, pour aller chercher les murs de la ville 2. Par contre, ces sondages ou ces fouilles qui ont été réalisées en 84 n'ont jamais été comblés. Et il y a une très très mauvaise gestion des eaux de pluie. Et du coup, on peut assister à une dégradation très rapide de cette architecture. Je ne dis pas que les archéologues sont souvent à l'origine de ces problèmes, mais des fois, il suffit de moyens très simples, très modestes, pour dresser des barrières avec de l'eau qui provient de la fouille, avec plutôt de la terre qui provient de la fouille. Et puis, on gère, on crée des pentes et on gère un petit peu, en installant un système de drainage, tous ces problèmes ou tous ces désordres liés au ruissellement. Là, pareil, un autre exemple. Bon, là, je peux parler d'un autre facteur qui est lié au vent. Et donc, la région de Marie, elle connaît de temps à autre, surtout vers le mois d'avril, ce qu'ils appellent le phénomène du Hajjaz, c'est des vents assez violents, très chargés de poussière et qui peuvent causer des dégâts aussi considérables. D'ailleurs, en 2011, nous avons appris qu'une tempête de ce type a complètement arraché la moitié de la couverture qui a été installée par André Parot. Malheureusement, nous avons organisé une mission de sauvetage, mais avec les événements qui se déroulent en Syrie, on était empêchés de voyager et on espère vraiment que la situation se calme un petit peu pour qu'on puisse reprendre tout ce qu'on a fait les 20 dernières années. Alors, là, cette eau qu'on voit ici, elle provient de la nappe phréatique. Donc là, c'est des fouilles dans le chantier L, en contrebas du tel, c'est-à-dire à un endroit où on est vraiment proche de la nappe phréatique. Et dès qu'on descend de 1,50 m, 2 mètres, il y a l'eau qui monte. Et donc là, on a une fouille qui est complètement remplie de l'eau qui provient de la nappe phréatique. Donc là, c'est le phénomène des sels. Donc après une pluie, quand l'eau s'évapore, on voit très bien cette croûte blanchâtre qui couvre complètement la surface du tel. Et on voit l'ampleur de ces phénomènes qui est lié, qui est propre aux zones semi-désertiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de pluie pour laver et pour lessiver c'est celles qui se déposent en surface. Et donc, on connaît très bien, par exemple, à travers les archives et les textes de Marie, qu'il n'existait pas de puits pour l'eau potable. Donc, on a cherché l'eau ailleurs, que la nappe phréatique, elle est salée. Donc, la nappe phréatique est saturée de sel. Et on a fait des prélèvements et s'est rendu compte vraiment qu'il y avait des grosses quantités de sel dans l'eau. Et c'est ces sels-là qui sont vraiment à l'origine du problème de dégradation de la brique crue. Donc pareil ici, on voit très bien cette croûte qui se forme en surface des murs et des sols. Donc là, c'est le phénomène du sillon de destruction que j'ai expliqué tout à l'heure, avec ces remontées capillaires qui s'évaporent, l'évaporation de cette humidité en surface et le creusement de ce sillon de destruction qui menace à peu près la majeure partie, 80% des murs qui sont à Marie. Donc là, en fonction de cette typologie que nous avons réussi à dresser, nous avons essayé d'imaginer des solutions pour chaque cas, pour chaque typologie.
Donc, comment traiter le problème du ruissellement, comment traiter le problème de la dégradation des sommets des murs liés à la pluie, comment réguler, parce qu'on ne peut pas arrêter complètement le phénomène des remontées capillaires, mais on a essayé de réguler ou de trouver un équilibre un petit peu entre les conditions d'évaporation de cette humidité et les conditions des murs. Donc on a imaginé des solutions du type réduction de la section capillaire des murs, sachant qu'à Marie, les murs sont très épais. Dans le palais, le grand palais royal de la ville 3, il y a des murs qui font 3,80 m d'épaisseur. Donc on imagine un petit peu, c'est très très difficile de réduire la section capillaire des murs. Par contre, sur l'enceinte sacrée, on a des murs de 1,80 m, 1,90 m. Sur les deux côtés des murs, on peut réduire significativement et réguler les remontées de l'humidité. Donc ça, c'est le problème de monitoring et surtout du suivi de cette humidité. Donc on a utilisé deux techniques. D'abord des prélèvements d'échantillons à la base et à différentes hauteurs du mur, sur les deux faces du mur, pour évaluer un petit peu les taux d'humidité, le taux de concentration de l'humidité à différents endroits du mur pour comprendre un peu comment ça se passe. Et puis en même temps, nous avons quantifié les teneurs en sel en surface et en profondeur des murs. Donc nous avons installé un petit laboratoire de terrain pour faire les prélèvements et pour faire les premières analyses de terrain. Alors, ce que nous essayons de développer ces dernières années, et c'est un projet qu'on a proposé aussi pour Marie, c'est l'installation de data stations, des stations pour informatiser, pour recueillir, faire le suivi régulier de l'humidité, des teneurs en sel et puis des variations de la nappe phréatique. Donc c'est un programme qu'on a développé à Khiva en Ouzbékistan et que nous essayons un petit peu à travers ce projet pilote de généraliser un petit peu ce protocole sur des sites archéologiques en terre. Donc la question qui était fondamentale pour nous, c'était la bataille contre ces remontées capillaires, ces remontées d'humidité, et ce qui nous a poussé à développer une étude un peu plus approfondie ou détaillée du système hydrologique du tel. Donc nous avons essayé de comprendre comment ça fonctionne tout ça, de comprendre le tel dans son milieu naturel, la capillarité, les matériaux qui composent le tel. Et puis, à partir de ce programme, nous avons réalisé un suivi plus ou moins régulier de la fluctuation du niveau de la nappe phréatique. Alors, donc là, comme je disais tout à l'heure, donc le tel de Marie qui est très bien exposé aux conditions d'aération et d'ensoleillement, ce tel, il fonctionne vraiment comme une éponge qui suce et qui absorbe l'humidité qui provient du sol. Et cette humidité est évaporée à travers les capillaires qui sont les murs. Donc là, on voit très bien, on a fait une prospection aux alentours du tel de Marie, et on s'est rendu compte qu'à certains endroits, là c'est une carrière de sable, donc les gens du village, ils prennent du sable ici, on se rend compte que les eaux affleurent, les eaux de la nappe phréatique affleurent carrément en surface de la plaine. Donc pareil, dans les canaux d'irrigation et les canaux de drainage liés à l'irrigation, on s'est rendu compte aussi, on a pris des mesures chaque année, chaque saison, pour voir un petit peu, pour faire ce suivi régulier de la fluctuation de la nappe phréatique.
Donc, on s'est rendu compte à la fin que c'est ce cycle humidification-séchage qui était la cause principale de tous les problèmes de l'érosion. Donc, c'est un cycle qui est permanent et qu'on ne peut pas arrêter, à moins de créer une coupure anticapillaire, c'est-à-dire déplacer tout le tel. Sinon, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, l'idée, c'était d'intervenir d'une façon un petit peu soft sur le mur et surtout de jouer sur l'environnement immédiat des murs et des monuments. Donc là, c'est la zone qui a été consacrée aux tests et aux expérimentations. Donc là, on a choisi un secteur qui a été fouillé par André Parot, et dont Marguerand a décidé de fouiller dans ce secteur. Donc on a profité de ces murs. Donc on a eu un délai de 3-4 années pour développer des tests et des expérimentations sur ce mur avant qu'ils soient démontés pour aller chercher les couches archéologiques qui appartiennent à la ville d'Eu. Donc l'idée au départ, c'était avant de proposer des solutions et leur application à grande échelle, nous avons décidé d'abord de tester sur des murets expérimentaux, de laisser ces expérimentations exposées pendant 3-4 années, de faire une évaluation de ces tests, puis par la suite de décider de leur application ou non. Ce qui était intéressant aussi, c'est que nous avons réussi en fait à travers le travail de monitoring, c'est-à-dire à travers le suivi de l'humidité, des échanges humides et de la concentration des sels, nous avons appliqué les mêmes mesures avant l'intervention et après l'intervention pour avoir une idée de l'incidence des procédés ou des techniques qu'on introduit et qu'on puisse évaluer d'une façon scientifique si la technique marche ou pas. Donc, il y avait ce paramètre. Le deuxième, c'était la qualité des matériaux de restauration. Donc, comme on avait un budget très limité, et sachant que un des avantages de l'architecture de terre, c'est que c'est un matériau disponible localement, donc on prend la terre sur place et on refait des briques et on restaure. Sauf qu'à Marie, c'était pratiquement impossible parce que la terre du tel, elle était saturée de sel. Donc, on ne pouvait pas prendre la terre qui existe sur place pour produire des briques. Donc, on était obligé, on a fait des premiers tests au début, on a pensé à stabiliser cette terre, on a fait quelques tests, mais les résultats étaient très négatifs. Du coup, on était obligé d'aller chercher la terre un peu loin de la vallée, parce que toute la vallée, avec toute l'activité agricole aux alentours du tel, le sol était contaminé de sel et on ne pouvait pas utiliser la terre disponible localement. Donc, par moment, on allait la chercher sur le plateau parce qu'il y avait moins de sel. Donc là, comme je disais, c'était d'abord, nous avons essayé de développer des techniques de conservation préventive, c'est-à-dire l'idée de dire maintenant on travaille sur des monuments qui ont été fouillés il y a 40 ans, 50 ans. Donc c'est un peu plus problématique parce que l'érosion est déjà là, les signes de la dégradation sont là et c'est souvent très compliqué d'intervenir sur un mur qui a souffert pendant 40 ans. Donc l'idée qu'on a proposée aux archéologues, c'était de proposer un programme de conservation préventive, c'est-à-dire pour les fouilles et pour les murs fraîchement fouillés, c'est-à-dire là, la première année, on s'est rendu compte que le cycle de dégradation se met en place et très rapidement les 3 premières années. Pourquoi? Parce que les murs qui étaient sous terre, qui étaient imbibés d'humidité, une fois mis au jour, l'humidité s'évapore et c'est là où l'érosion se met en place. Et une fois le mur retrouve son équilibre, cette érosion elle devient plus ou moins régulière. Donc, comment intervenir préventivement au départ pour atténuer, on ne peut pas arrêter, comme je disais, mais ralentir un petit peu cette vitesse de dégradation. Donc là, on a essayé de mettre en place
des techniques de protection provisoire. Et là, nous avons testé le bitim, le géotextile. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une fibre non-tissée qui est utilisée surtout dans les travaux publics pour faire les routes. On a les couches de terre. Après, on met le bidim, on met le géotextile avant de mettre la couche de gravier. Donc, c'est un filtre, en fait, pour séparer entre les couches argileuses et le gravier. Et donc, ça évite les tassements différentiels sur une route. Donc, les particularités de ces tissus, c'est que c'est maniable, ça s'adapte aux formes un petit peu des murs. Et, imbibé dans une barbotine de terre, on vient appliquer ce bidim ou ce géotextile comme un papier peint, en fait. Et l'idée, c'était de faire que l'évaporation se fait dans un nouveau matériau et pas dans le mur. C'est-à-dire que l'évaporation, la cristallisation de sel se fait dans la couche qu'on rajoute, la protection sacrificielle, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour que les sels se cristallisent dans la couche de la terre et du géotextile. Et après 2-3 saisons, on renouvelle en fait cette barbotine ou cet enduit. Après avoir été nettoyé, on remet une deuxième couche d'enduit. C'est comme ça qu'on arrive à protéger à peu près temporairement un mur. L'autre idée, c'était aussi le problème qui était posé aux archéologues, c'était à savoir comment protéger une fouille d'une campagne à l'autre. Donc, d'une année à l'autre, s'il y a des pluies, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est perdu parce qu'on perd tout. Et donc, l'idée, c'était aussi de proposer des solutions de ce type. Souvent, les archéologues, ils utilisent du plastique, par exemple. En pensant bien faire, ils mettent une couche de plastique sur les murs, ils remettent un petit peu de la terre et on attend l'année prochaine. Sauf que le plastique, il empêche l'évaporation de l'humidité. Donc, on accentue le problème et on ne le règle pas. D'où l'idée de trouver des matériaux qui sont proches des caractéristiques de la Terre, qui sont perméables et qui laissent respirer un petit peu cette architecture. Donc, d'une année à l'autre, on utilise ce type de solution. Donc, la deuxième, c'était l'idée de réduire la section capillaire des murs à la base, c'est-à-dire de s'attaquer à l'endroit, la zone d'évaporation qui se situe à peu près de 50 à 1,20 m selon l'épaisseur et la hauteur des murs. Et là, on vide en fait le matériau qui est contaminé par les sels pour le remplir par un matériau anticapillaire. Et là, on a essayé plusieurs mélanges. Par exemple, les lits de gravier, on s'est rendu compte qu'à Marie, par exemple, entre la ville 2 et la ville 3, les mariottes ont arasé carrément le tel et puis ils ont déposé un lit de gravier partout. Et là, on s'est rendu compte que ce lit de gravier, en fait, en réalité, il était essentiellement, c'était la solution, leur solution, eux, au problème des remontées capillaires. Parce qu'à l'époque, ils étaient confrontés au même problème. Et à travers l'observation sur les ruines et surtout les conclusions et les résultats des fouilles, on commence à comprendre certains matériaux, l'utilité de certains matériaux, parce que les constructeurs de l'époque, ils étaient aussi face à cette problématique de la conservation sur le long terme de cette architecture. Donc, ils proposaient des solutions et notre travail, c'était de s'inspirer un petit peu de ces techniques antiques, de les améliorer un petit peu et de les proposer pour la conservation de l'architecture à Marie. Donc après, il y a d'autres solutions qu'on peut trouver dans la région dauphinoise, où on utilise en France on utilise beaucoup la technique du pisé. Les fermiers, quand ils construisaient leurs granges, ils damaient du pisé, puis quand il commence à pleuvoir, ils arrêtent, ils mettent une botte de paille sur le sommet du mur et ça le protège contre la pluie, parce que c'est aéré, puis l'eau elle est absorbée par la paille, puis après elle est évaporée après le retour du soleil. Donc on s'est dit comment proposer aussi des solutions qui sont traditionnelles, qui existent et qui sont intelligentes,
et les améliorer et les adapter à la conservation de ces ruines. Et de là, on a proposé plusieurs techniques du chapeau absorbant. Cette couche qui vient au sommet du mur pour absorber, parce que sachant que la pluie ou les précipitations à Marie, ça dure 1 heure, 2 heures maximum. Et puis après, il y a le soleil qui revient. Donc on s'est dit, voilà, on stocke cet apport d'eau dans une couche de terre. Puis après, quand le soleil revient, ça s'évapore, puis le problème est réglé. Donc comme ça, on protège le sommet des murs. Donc là, on a testé plusieurs solutions. Et comme on ne pouvait pas vraiment travailler on n'avait pas beaucoup de temps pour développer toutes ces idées, nous avons initié un programme expérimental au CSTB de Grenoble. Et là, on a construit des murets expérimentaux. Il y avait des murets sans protection, qu'on voit ici en bas, là. Et celui-là, c'est pour faire le suivi de l'érosion naturelle. Hein. Et là, on arrive exactement au même profil d'érosion qu'on a à Marie. Voilà. Donc ça, c'est le mur avant son effondrement. Donc on voit très bien le creusement du sillon de destruction à la base et puis l'érosion des parties hautes et des surfaces verticales du mur. Et là, pareil, nous avons testé des solutions de réduction de la section capillaire à la base et puis des solutions du chapeau absorbant. Donc, la troisième étape, c'était la préparation du plan de sauvegarde. Et donc là, comme je disais, on a choisi 2 monuments majeurs du site de Marie, à savoir le Grand Palais Royal, ou ce qui reste, du moins ce qui reste du Grand Palais Royal, et l'enceinte sacrée du palais de la deuxième ville. Donc, on a aussi essayé de développer et de peaufiner tout le programme de la conservation préventive. Un programme aussi pour planifier un petit peu entre la fouille et la conservation, et surtout pour l'évacuation des déblais. Donc, pour les secteurs qu'on a commencé à conserver, donc on a souvent fait des fouilles de sauvetage et des travaux de gestion des déblais avant de commencer les vrais travaux de restauration et de conservation. Donc, associé à ce plan, il y avait un plan aussi de gestion et de drainage des eaux de pluie. Et donc là, c'est tout bête, on a utilisé en fait les sondages et les carrés de fouilles ouverts par Parot ou Marguerand pour faire des drains. Donc on a rempli certains carrés avec du gravier, on a aménagé des pentes et puis l'eau, elle part directement dans le drain qui est absorbé par le sol. Donc on a développé plusieurs solutions pour gérer ce problème de l'eau parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis il y a l'entretien. Donc le problème de l'entretien, c'est que la mission, elle travaille 2 mois par année sur le site. Donc quand on est là, on fait quelques travaux d'entretien. Quand on n'est plus là, on n'est plus là. Sur le site, il y a juste un gardien. On a demandé à la direction des antiquités d'engager une personne ou 2 pour s'occuper essentiellement de l'entretien du site. C'était pratiquement impossible. Cause perdue parce que pour embaucher quelqu'un, ça demande beaucoup d'argent. Puis surtout que en fait, l'objectif, c'est qu'on s'est rendu compte que il suffit d'interventions, mais vraiment minimes, des fois qui ne demandent rien du tout, pour éviter des gros problèmes. Par exemple, la gestion des eaux de pluie, des fois, il suffit d'être sur le site pour observer un petit peu les problèmes et puis immédiatement intervenir pour arrêter, stopper tel ou tel désordre. Donc des fois, on peut régler
le problème en étant sur place et en intervenant tout de suite. Donc, là, pour le plan de conservation, comme je disais, donc on a identifié et sélectionné les secteurs prioritaires. Et donc là, en l'occurrence, on a la partie de l'enceinte sacrée qui a été couverte par André Parot, le secteur occidental du Grand Palais Royal, qui est toujours en bon état de conservation. On peut faire quelque chose, on peut le sauver et préserver une partie du moins de ce palais. Et puis le troisième, c'était la gestion de tous les déblais qui causent des problèmes énormes par rapport à la gestion des eaux de pluie. Alors, pour les principes d'intervention, donc on a énuméré des critères essentiels d'intervention. Donc on a l'authenticité des matériaux, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser les mêmes matériaux, à savoir la brique crue, une intervention minimale, matériaux et techniques non intrusifs, la réversibilité de l'intervention, qui est quand même un principe fondamental dans la conservation, et puis le choix des solutions douces, matériaux locaux, savoir-faire local et respect de l'environnement du site. Donc là, sur l'enceinte sacrée, avant l'engagement des travaux de mise en œuvre de restauration, nous avons décidé en 1994 de faire une fouille de sauvetage pour boucler le travail de recherche archéologique. C'est-à-dire que Marc Grand voulait toucher les vestiges de la ville 1 et faire un sondage jusqu'au sol vierge pour avoir une stratigraphie complète du tel sur 15 mètres, toutes les couches archéologiques qui composent ce tel. Donc c'était l'endroit idéal parce que Parot a fouillé la ville 1, la ville 2, il restait juste à toucher les couches de la ville 3, de la ville 1 et à atteindre le niveau du sol ou atteindre le sol vierge au centre du tel. Donc là, on a complété tout le travail de documentation, des relevés, tout ça. Et puis, on a rempli ce grand sondage. On a installé un drainage à l'emplacement du sondage et on a commencé les travaux de restauration. Le deuxième point, c'était très important, c'était aussi, on a fait un état des lieux, un diagnostic un peu de la toiture, comment elle fonctionne, et tous les problèmes, parce qu'on s'est rendu compte que cette toiture, même si elle est là, elle ne sert absolument à rien, parce que les eaux qui sont accumulées par cette toiture, qui sont censées être évacuées loin de ce secteur, reviennent à l'intérieur des ruines. Donc on a fait un diagnostic, un état des lieux assez détaillé pour proposer des solutions de réparation et puis le remplacement de tout le système des chéneaux et des descentes d'eau et les drainer par voie superficielle loin de ces secteurs. Donc le deuxième point aussi, c'était de proposer un peu de remblayer toutes ces chambres qui ont été fouillées par Parot et qui sont restées à ciel ouvert. Donc l'eau s'accumule, l'eau de pluie s'accumule ici, puis elle revient à l'intérieur. Donc c'était une bataille un peu difficile à gagner avec Jean-Claude Margueron, mais à la fin il était convaincu de l'intérêt de cette intervention et on l'a réalisée. Donc là c'est une coupe de cette enceinte sacrée. On voit très bien les interventions qu'à la base des murs pour s'attaquer au problème du sillon de destruction, d'installer le système de réduction de la section capillaire, le système de drainage de la cour, des eaux de pluie, et puis
les parties les plus faibles, qui sont les murs limitrophes, qui subissent des poussées latérales énormes. Donc on a décidé de faire un backfilling ici et là, et faire que les deux murs-là travaillent vraiment en masse. On a construit des caissons qu'on a remplis de terre, et donc on a consolidé toute la périphérie de ce bâtiment qui est à peu près à 5 mètres au-dessous du niveau du tel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux briques, on a fait des tests après analyse de la terre du tel. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sel, donc on a décidé carrément d'aller chercher la terre un peu loin pour produire les adobes et les briques en quantité suffisante pour faire les travaux de conservation. Donc là, on a utilisé vraiment les techniques antiques, à savoir la terre mélangée à de la paille. Donc on mélange l'ensemble, on laisse se fermenter pendant quelques jours, et puis après on procède au moulage des briques et on les laisse sécher au soleil, et puis après on les utilise. Bien sûr, le point important, c'est qu'on a procédé à des tests de qualité de ces briques pour définir les meilleurs dosages, pour définir la période de fermentation et puis la période de cure humide et de cure sèche. Donc à quel moment, à partir de quel moment on peut utiliser des briques et définir exactement la composition de la mixture, du mélange entre terre-paille. Et comme on a stabilisé certaines briques, surtout les briques qu'on utilise à la base, pour qu'elles soient plus résistantes aux problèmes d'humidité, donc on a stabilisé avec du juice, de la chaux locale. Et là, pareil, on a fait différents tests, puis on a soumis ces briques à des tests de compression, à des tests d'abrasion, à des tests de résistance à l'humidité, pour définir le meilleur échantillon et par la suite procéder ou commencer la production de grandes quantités d'adobes. Voilà, donc quelques photos sur les travaux de conservation, donc qui sont limités essentiellement à la base des murs. Donc on s'est attaqué vraiment à l'endroit où il y a des problèmes. Donc la partie haute, on n'a pas touché. On a renforcé les jambages des murs qui étaient menacés par ce sillon de destruction. On a procédé à des saignées juste pour remplacer la terre qui était saturée de sel par des briques saines stabilisées à la chaux. Donc on a développé une panoplie de solutions qui donnent des résultats assez satisfaisants sur ce secteur, et d'autres moins satisfaisants, surtout dans les couloirs. On a eu énormément de difficultés parce que c'est des couloirs qui sont protégés. Les murs font à peu près 7 mètres de hauteur, donc c'est des conditions un peu confinées, et l'humidité est assez persistante. Donc on n'a pas encore réussi vraiment à trouver la solution idéale pour ce type d'endroit et de contexte. Par contre, pour les murs qui sont exposés à l'extérieur, comme ici, ça réagit très bien. Et on s'est rendu compte entre 1999, quand on a fait les travaux non, 98 ici, dans la cour, la grande cour de l'ancienne Sacrée, on a réussi quand même à juguler, à stopper ce phénomène du sillon de destruction. Donc il nous reste à peu près à renouveler juste les enduits de protection. Donc on a décidé de mettre en place un programme d'entretien sur 5 ans. Mais malheureusement, on ne trouve pas suffisamment de moyens pour permettre d'avoir un entretien régulier. Voilà, donc là, on voit très bien sur le mur sud de la grande cour de l'ancienne Sacrée.
On va, lors de son dégagement par André Parrot en 1964, on voit ici l'état de ce mur avec une concentration assez importante d'humidité en 98 et le système de drainage qu'on a mis à la base en 2004 après le sondage qui a été réalisé par Jean-Claude Marguerand. Et ce sondage, en fait, il a commencé vraiment à ras ce mur, donc pour aller chercher les fondations de ce mur et voir s'il y a des contacts entre les fondations de la ville 2 et la ville 1. Donc là, c'est l'autre programme sur le secteur occidental, ou ce qui reste du secteur occidental du Grand Palais Royal. Donc là, il y a essentiellement la salle du trône, la salle au podium et la fameuse cour aux palmiers de Marie. Donc cet ensemble tripartite qu'on a essayé de préserver, de sauvegarder, même si à certains endroits on était obligé de reconstruire des parties, de reconstituer plutôt des parties de la cour, parce qu'il reste pratiquement rien. Donc, mais on a reconstitué sur 2-3 assises seulement de briques pour permettre aux touristes et aux profanes qui ne connaissent pas un peu le site de comprendre, d'avoir une lecture en plan de cet ensemble architectural exceptionnel. Donc là, on voit le début des travaux, donc on était obligé de déblayer, de faire la fouille de nouveau. Donc c'est un secteur qui a été déjà fouillé par Parrot dans les années 30 pour toucher la base des murs. Et donc toute cette terre qu'on voit ici, elle vient de l'érosion, des parties supérieures des murs. Donc là, cette terre-là, comme vous voyez ici, elle nous a permis de combler le sondage qui a été fait par Jean-Claude Marguerand en 84 pour retrouver le niveau du sol de la salle du trône. Et puis, on a utilisé un de ces carrés des fouilles pour installer un drainage en gravier protégé avec le géotextile, avec des pentes assez douces pour drainer l'eau au centre de cette cour. Donc c'est le même cas pour la salle au podium. Donc on a engagé des fouilles avec un sondage aussi dans cet espace avant de commencer les travaux de restauration. Nous avons décidé de protéger aussi certaines installations archéologiques comme le podium qu'on voit ici avec du géotextile, du sable et de la terre. Et puis tous les passages bitumés entre la salle du trône et la salle au podium. Donc là, c'est juste pour voir un petit peu la différence entre le mur ouest de la salle du trône. On voit ici la base du trône, là, en pierre de gypse, en 1937, et le même mur en 2004, juste avant le lancement des travaux de conservation. Donc on voit que pratiquement le 3/4 du mur a été bouffé par l'érosion pluviale et l'humidité du sol. Donc là, c'est la même chose pour la tribune, ou les murs de la tribune. Donc on voit l'état initial, après le dégagement de ce mur par André Parrot. On voit ce même mur en 2004, et puis tous les travaux de conservation pour retrouver un petit peu l'aspect architectural de ce mur. Donc les murs qui ont été restaurés dans ce secteur, on a conservé dans certains endroits que le cœur du mur qui est à l'intérieur pour avoir après une enveloppe qui protège un petit peu ce cœur en appliquant un enduit par la suite qui sera renouvelé régulièrement. Et c'est la seule façon qu'on a trouvé pour protéger ce qui reste de ce fameux monument. Donc certains endroits, on n'a intervenu qu'à la base,
pour reconstituer la base attaquée par le sillon de destruction. Et sur d'autres murs, comme ici par exemple, où il reste pratiquement rien, on a préservé que le cœur qui est là. Et on a reconstitué les parties manquantes et les parties qui ont été bouffées par l'érosion. Donc là, pareil, on a utilisé essentiellement des matériaux antiques qui ont été déjà utilisés à Marie, comme la pierre de gypse qui est souvent utilisée en fondation donc, et en soubassement. Donc tous les murs, toutes les restaurations comme on voit ici, quand on restitue ici, on enlève la partie attaquée par les sels et l'humidité, on creuse une petite tranchée de fondation, on reconstitue le soubassement et la fondation en pierre de gypse avec un mortier terre, et puis après on reconstruit avec de l'adobe. Donc dans ce processus, en fait, cette technique, le plus important c'est le contact entre le matériau authentique, original, et puis le nouveau matériau, c'est-à-dire ce point de contact entre les deux. Et là, on laisse à peu près une semaine pour que la maçonnerie se tasse, parce que on complète toute la maçonnerie en une journée. On sait que les mortiers sont saturés d'eau. Après le séchage, il y a un peu de retrait, et du coup, il n'y a plus de contact entre le mur d'origine et puis la réparation ou la restauration. Donc, nous, on le fait en deux phases. Donc, première phase, on construit jusqu'à 10 assises à peu près, maximum. On laisse tasser au mur de se tasser après le retrait. Et puis après, on vient faire la dernière, comme on voit ici, la dernière assise, et qui consiste à bloquer, à créer ce contact en fait entre le mur ancien et la réparation. Donc, dans certains cas qui sont un peu plus compliqués, où le sillon de destruction est assez haut, comme ici par exemple, on était obligé d'utiliser la même technique de chaînage en bois qui était utilisée à l'époque. On le voit sur certaines sections de murs à Marie, où ils utilisent des pieux en fait qui sont enfoncés à l'intérieur du mur pour créer un lien entre le mur ancien et la partie restaurée. Voilà, donc on a fait aussi pas mal de travaux de gestion des eaux de pluie, comme je disais, avec l'installation des points de drainage à différents endroits pour évacuer cette eau de pluie et puis remblayer les carrés de fouilles profonds pour atténuer les points faibles sur le tel, créer les pentes légères et puis évacuer ces eaux de pluie à l'intérieur de ces drains. Donc là, c'est une partie qui a été restaurée dans le Grand Palais Royal, avec bien sûr la protection, parce qu'ici le pavage d'origine il existe, donc on a rajouté du sable avec du géotextile pour protéger les tabouques anciennes, en rajoutant un pavage nouveau pour protéger un petit peu le pavement qui existe d'origine. C'est la même technique qu'on a utilisée pour l'escalier, c'est-à-dire que l'escalier, les tabouques de l'escalier antique est là, puis on a juste rajouté, en fait on a exaucé un petit peu le niveau du sol de la salle du trône pour pouvoir rajouter une couche d'érosion ou de dégradation qui est constituée de matériaux modernes. Hein. Donc c'est des tabouques qu'on a fait venir de Raqqa, qui sont produits d'une façon artisanale. Et ça nous permet de protéger tous les sols et toutes les installations à l'intérieur de ces secteurs. Bon, après, dans la dernière phase qu'on a développée surtout, qui concerne la mise en valeur du site, donc on a trouvé un compromis ou un deal avec la compagnie Total, qui n'était pas très chaud, pas très convaincu de l'opération de restauration des ruines. Ils nous ont dit, bon voilà, on finance une partie de la restauration, mais à condition de développer en parallèle un projet
pour relancer un petit peu les techniques de construction traditionnelles, comme ils étaient un petit peu dans le développement durable, et toute la tendance verte et tout. Ils voulaient relancer la construction en terre. Et donc, on s'est mis d'accord pour construire un modèle qui sera inspiré un petit peu de l'architecture de Marie. Et en parallèle, ils nous ont financé à peu près 4 années de restauration. Donc là, je vous présente rapidement le projet du centre des visiteurs de Marie qu'on a initié en 2009 et qu'on a mis les travaux, on a lancé les travaux de réalisation en fin 2009 jusqu'à 2010. Donc, ce prototype de construction en terre, il a été lancé en visant trois objectifs principaux. Un, c'est de renforcer les capacités locales dans le domaine de la construction en terre. Donc, ces capacités, avec la formation de gens dans les filières de construction en terre, ces gens-là peuvent participer dans la conservation de leur patrimoine. Donc la mise en valeur du site archéologique de Marie en proposant une infrastructure de base, l'accueil des touristes, parce qu'on a vu que les 10 dernières années, il y a eu un développement de l'activité touristique assez important. Je me rappelle, dans la fin des années 90, on recevait un quart par semaine. Les années 2000, il y avait des fois 3-4 quarts par jour. Donc, sauf que le problème à Marie, c'est que ces touristes arrivent, il n'y a aucune infrastructure d'accueil, il n'y a même pas les toilettes. Donc, les touristes arrivent, ils descendent du car, ils font un tour rapidement, puis ils reprennent le car, ils rentrent à Deir ez-Zor. Donc, l'idée, c'était de proposer quelque chose sur place pour accueillir ces touristes, pour régler le problème d'accessibilité, le problème des billetteries, parce qu'il y a un gardien, et puis ça se fait un petit peu... c'est un compromis entre le gardien et le guide touristique pour payer un petit peu les tickets des visiteurs, parce qu'on ne connaît même pas le nombre des gens qui ont visité le site, combien de temps il reste, comment est faite la gestion de tout ça. Donc l'idée, c'était de centrer l'accès de ce site à un seul point, et gérer cette activité des touristes, et puis apporter des commodités d'accueil, de détente et d'orientation surtout à ces touristes. Donc l'idée, c'était de construire un bâtiment avec un petit musée de site pour exposer des copies des objets importants qui ont été découverts à Marie, et puis de vendre des dépliants, des guides, des plans du site, et apporter, construire un bloc de toilettes sanitaires, et puis surtout un petit restaurant pour que les touristes puissent se poser, manger un sandwich et boire un thé et se détendre un petit peu à l'ombre d'un palmier, parce qu'on a mis des palmiers quand même. Alors, ce qui intéressait Total, en fait, c'était surtout l'idée de redynamiser la construction en terre par des actions de revalorisation des matériaux locaux. Donc là, c'est une architecture qui s'inspire essentiellement de l'architecture des ruines de Marie. La revitalisation aussi des métiers traditionnels et la création des savoir-faire par la création des filières de construction traditionnelles. Et donc faire aussi du tourisme un outil de développement local. Et le quatrième point, c'est la proposition d'un circuit touristique pour présenter un peu la richesse et la diversité de toute la portion de la vallée à hauteur de Marie. Il y a 2 sites majeurs qui sont Marie et Doura Oropos, et puis on voulait créer un circuit pour permettre aux touristes
qui viennent visiter cette région de rester minimum, de passer 1 ou 2 nuits sur place. Donc voilà l'idée de ce projet. Donc comme je disais, c'est de régler, le programme c'était de régler l'histoire du parking, de créer un point d'accueil, et puis régler le problème des tickets, de la vente des tickets, de mieux orienter les visiteurs, de créer un centre, un musée, un petit musée de site, d'assurer la sécurité à l'entrée du site, parce que le problème à Marie aussi, on a un gardien, et puis le site est ouvert en fait. Donc souvent on était confronté à des fouilles clandestines. Donc il y a des gens qui arrivent avec des véhicules et qui rentrent carrément à l'intérieur du site parce qu'ils ne veulent pas marcher. Donc il y avait des problèmes énormes, et surtout quand c'est des gens importants. Bon, le gardien, il peut rien, il peut pas les arrêter, donc il monte carrément avec les voitures jusqu'au cœur des ruines. Et donc on a essayé un petit peu de régler tous ces problèmes à travers ce projet. Donc là, on voit très bien qu'on a, on a défini les critères pour lancer l'esquisse de ce projet. Donc, ils sont essentiellement l'accessibilité, sécurité, contrôle, fonctionnalité, et puis améliorer la qualité de la visite sur le site. Donc là, on voit très bien qu'on est vraiment au point d'accès du site. Donc ça, c'est la route qui va vers le village. Et puis c'est le seul accès. Et avant, on voyait rien. Il n'y avait pas de point de repère. Donc l'idée, c'est de créer ce centre qui fera le lien à la fois avec la maison de fouilles, qui est juste à côté, et puis de centrer tout le parking qui est là. Et puis on aura un seul accès parce que tout ce côté-là sera fermé. Et que, comme la direction des antiquités ont décidé de mettre une clôture autour, donc on est obligé de passer par ce point pour se rendre sur la zone archéologique. Donc voilà le projet, comme on l'a conçu. Et puis ici, ce qu'on voit ici, c'est la maison du gardien qu'on a rasé, et puis on a implanté et fondé de nouveaux centres. Et donc on voit les phases de construction. Voilà, donc c'est l'accès principal. Avant, le seul point de repère, c'était cette plaque qui indique que c'est bien ici le site de Marie. Et puis là, avec la construction de ce centre, des panneaux qu'on n'a pas encore installés, qu'on a installés plus tard. Donc on a créé un point de repère sur le site. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons proposé d'utiliser 2 techniques différentes. C'est la technique de l'adobe associée à la technique du pisé, pour montrer à la fois l'aspect traditionnel de cette architecture et puis les potentialités et les possibilités de développer ce type de construction en terre avec des techniques qui sont très proches de celles de la technologie béton, donc avec des coffrages métalliques et puis en dame de la terre à l'intérieur. Donc on a combiné un petit peu ces 2 systèmes constructifs pour faire un seul bâtiment. Juste à côté du chantier, donc nous avons lancé toute une aire de production de matériaux de construction, et on a fait aussi de l'expérimentation. C'est là on a monté les programmes de formation à destination des jeunes de la région ou des villages alentours de Marie. Donc on a 2 types un peu d'architecture.
architecture traditionnelle, et puis une architecture mixte où on a de l'adobe, du pisé, avec ce chapeau de protection qui couvre l'ensemble du musée et de la salle de réception. Voilà, ça c'est les travaux finis. Donc là, c'est l'inauguration de ce centre qui était un moment très fort de ce projet, avec le retour de la statue d'Ébé Hill au musée de Marie, qui a été offert par le musée du Louvre. Et puis, ce qui était intéressant, c'est l'intérêt que portaient les gens du village, parce qu'ils étaient, vraiment à 100% associés à ce projet, parce qu'au départ, la direction des Antiquités voulait engager une entreprise de construction. Moi, je me suis opposé à cette initiative et j'ai engagé des jeunes du village qui étaient associés aussi aux travaux de conservation que j'ai formés pendant plusieurs années. Et on a monté une équipe et l'idée, c'était de restituer tous les équipements à ces jeunes pour qu'ils puissent monter leur entreprise de construction en terre. Donc, c'est des jeunes qui n'avaient aucune expérience dans ce domaine, qui ont été formés sur 6 mois maximum de travaux et qui sont devenus des spécialistes. La preuve, 5 de ces jeunes travaillent actuellement en Arabie Saoudite sur un autre projet de construction en terre. Voilà, donc après, on a fait pas mal aussi de promotions avec le montage d'une exposition, d'un festival de Marie. Et donc, donc l'idée, c'était de lancer avec l'inauguration de ce centre un festival à Marie. La première édition, c'était en 2010. Malheureusement, juste après, il y a eu les événements en Syrie et puis tout s'est arrêté. Et on espère que cette crise ne durera pas longtemps et qu'on retrouvera ce pays fabuleux. Quelques publications sur Marie, donc avec le fameux bouquin de Jean-Claude Marguerand. Et puis mon travail de thèse et des 20 dernières années à Marie, que j'ai publié il y a 2 ans, et qui retrace un petit peu l'histoire de cette aventure extraordinaire. Voilà, donc le futur, peut-être un jour, Marie sera classée sur la liste du patrimoine mondial. Nous essayons de militer pour ça, parce que sur la liste du patrimoine mondial, il y a Achour, le seul site classé de cette époque de l'histoire de l'humanité. Il y a un seul site, c'est Achour en Irak, et qui a été classé en 2003 suite aux pressions internationales énormes après l'invasion. Donc sinon, la Mésopotamie n'est pas du tout représentée sur la liste du patrimoine mondial. Et on aimerait bien savoir pourquoi en Syrie, qui est quand même le berceau de cette civilisation, on a des sites romains qui sont classés patrimoine mondial et pas les sites mésopotamiens. Donc ça donnerait une idée un peu plus valorisante pour cette architecture de terre, qui est éphémère, mais qu'on peut quand même préserver pour les générations futures. Merci, et puis s'il y a des questions, je vous donne la parole pour ouvrir le débat. Merci.